Peut-être juste une petite anecdote pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. J'ai souvenir au Comité national d'éthique que nous avions été saisis pour savoir s'il était opportun ou non de faire le dépistage systématique de la surdité dans les maternités. Et alors, notre avis avait donné lieu à des malentendus, des polémiques, parce que nous avions émis un avis réservé, non pas sur le principe même du dépistage, faut-il prévenir des situations de surdité profonde et congénitale, il y avait une perte de chance pour l'enfant, cela nous en étions convaincus, mais parce que les conditions de réalisation de ce test ne nous paraissaient pas appropriées, puisqu'il fallait le réaliser dans les 48 heures, donc la femme qui a son bébé avec elle se le voit soustraire, il part 1 heure, on revient avec le test qui, bien sûr, comme tout test de dépistage, a ses incertitudes. Donc, on est obligé d'aller vite. Bon, il est peut-être sourd, revenez dans 15 jours, mais on fait repartir une femme avec son bébé sous le bras et peut-être que dans 3 semaines, on découvrira qu'il est sourd. On imagine le retentissement psychologique sur la relation à son enfant de cette femme. Et donc nous on avait dit oui sur le principe, mais non dans les conditions de rapidité, d'urgence, et du coup c'était devenu dans la presse, le comité d'éthique est contre le dépistage à la surdité. Vous vous en rappelez peut-être? Oui, tout à fait. J'étais très frappé à l'époque également par le fait que la presse rapportait très très peu les débats internes au CCNE. Quand on était en conférence de presse, les avis étaient toujours très nuancés et pas trop pour la presse. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut prendre la parole ou poser une question? Oui? J'arrive. Juste pour un petit témoignage pour essayer de montrer que effectivement les PASS essayent de redonner du temps aux patients de différentes manières. Par exemple, à la PASS à Mondor, on a des rendez-vous toutes les demi-heures. Alors c'est vrai qu'il y a des patients pour lesquels ça dure 10 minutes et d'autres pour lesquels ça dure plus d'1 heure et demie, ça dépend évidemment. Et il arrive très 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 souvent qu'effectivement des patients qui étaient inscrits pour le matin arrivent l'après-midi. Il faut dire que c'est vrai qu'on sait les conditions dans lesquelles ils vivent et qu'effectivement, le premier par exemple a vu la nuit précédente la police qui démantelait le campement dans lequel il habitait, donc du coup ça pose effectivement, c'est pas facile. Un autre est logé par le 115 mais à l'autre bout du département, donc effectivement c'est un peu compliqué des fois de venir, surtout dans la région parisienne. Une troisième qui justement est SDF, qui vit à la gare du Nord, a été agressée la nuit même et du coup effectivement elle a passé plusieurs heures un petit peu sidérée. Enfin bref, tout ça on essaye de le prendre en compte, c'est-à-dire qu'effectivement au maximum on essaye d'accepter que les gens effectivement arrivent avec du retard, mais des fois aussi 3 heures en avance, enfin voilà. Bon, c'est vrai que ça demande aussi beaucoup de souplesse. Et en même temps, parallèlement, on essaye de tenir compte de ça, mais en même temps d'apprendre aussi aux personnes qui viennent nous voir qu'effectivement, que ça ne sera pas forcément simple, ça, que ça soit accepté dans le système de soins actuel, effectivement, que ce soit hospitalier ou même auprès d'un médecin généraliste. Donc c'est vrai qu'on essaye, le temps, c'est un bon repère aussi pour voir effectivement de quelle manière les gens arrivent ou pas à s'insérer effectivement dans le tissu de soins français actuel. Et donc ça c'est une des dimensions. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Oui? Ah pardon. Merci pour votre éclairage. Donc, Elisabeth Rivolier, médecin à la PASS de Saint-Étienne, praticien hospitalier. Donc les PASS, comme vous dites, Madame Moulin, sont au centre des problèmes de l'hôpital et aussi de la société.
Donc ça a la particularité d'être une interface entre les soins primaires d'un côté, tels qu'elles sont organisées en médecine générale, et à l'interface aussi donc de l'hôpital et des spécialités. Donc nous sommes là, médecins de passe, on n'est pas les seuls intervenus, puisque d'abord il y a un diagnostic social fait par les assistants sociaux, mais notre rôle, nous médecins, c'est de faire de la médecine, quel que soit le lieu. Et donc nous sommes là donc à cette interface, à la fois à effectuer des soins primaires, comme peuvent les faire les médecins généralistes, et donc à ce titre-là, nombre d'entre nous médecins des PASS sommes formateurs pour les internes de médecine générale, et donc à l'interface aussi de l'hôpital, avec qui, suivant les établissements, et la taille des établissements, on lie donc des bons liens de collaboration avec nos collègues spécialistes. Et donc, les PASS sont effectivement, je reprends un peu les paroles des intervenants précédents aussi, sont des espaces de parole. Et donc cet espace de parole, il est très important, et la médecine générale, telle qu'elle se développe avec des conceptualisations des soins primaires, c'est quelque chose de nouveau et d'universitaire aussi, peut-être pas encore tout à fait reconnu. Et on apprend aux internes justement à mener un entretien, c'est-à-dire, comme ça a été dit, écouter, faire parler, examiner, et aussi connaître comment la personne vit sa maladie pour pouvoir approprier l'information. Donc les PASS sont à ce titre-là des terrains de stage denses sur le plan de la communication, ou plutôt des difficultés de communication. Et donc voilà, c'était la remarque que je voulais faire, et que dans les recherches qui peuvent être initiées, la collaboration avec les médecins généralistes est un terrain aussi très intéressant. Voilà. Alors, vous vous présentez, s'il vous plaît. Barbara Bertini, je suis coordinatrice des PASS de la région Île-de-France. Je voudrais juste enfoncer une porte ouverte. Si jamais la vidéo de cette journée serait vue par un néophyte, on a beaucoup parlé des médecins généralistes, des spécialistes, de l'hôpital. Voilà, juste, tout le monde le sait, mais c'est bien de le rappeler qu'il y a aussi des autres corps de métiers qui interviennent et participent. Ils donnent tout leur sens à ce travail pluridisciplinaire. Les assistants sociaux, les pharmaciens, les infirmiers, les agents d'accueil, que souvent sont les personnes qui font les premiers prix et sont les premiers témoins, sont en première ligne face à la parole, à la détresse, ou pas d'ailleurs, des patients. Juste rappeler aussi que c'est une permanence, certes, mais c'est pas permanent, n'a pas vocation à être une permanence permanente, que l'objectif de la PASS, c'est justement, c'est un dispositif de droit commun, c'est pas un dispositif exceptionnel, c'est exceptionnel, mais pas d'exception, pardon, mais c'est du droit commun, et l'idée, c'est effectivement que les personnes puissent retourner vers les autres dispositifs de droit commun. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu les films hier soir, il aurait fallu mettre un glossaire, tant il y en avait, la PMI, l'OFI, l'OFPRA, les CADA, voilà. Donc, on imagine bien que ces personnes-là, ils ont une vie, alors qui est différente, certes, peut-être à un moment donné aussi. Ce n'est pas la précarité sur laquelle ils arrivent à un moment donné, on passe. Heureusement, ce n'est pas une maladie chronique et réversible. Ils traversent à un moment donné une phase difficile, et les moments où on les voit, on passe, on a pléthore d'autres partenaires. Donc on a beaucoup parlé des temps d'échange en interne, interstaff, etc. Voilà, juste rappeler qu'il y a aussi un temps d'échange avec les partenaires et tous les autres acteurs qui gravitent autour de cette personne, qui est sur-socialisée paradoxalement autrement à un moment donné de sa vie. Et juste encore une chose, j'enfoncerai la dernière porte ouverte. Certes, ce sont des personnes qui sont extrêmement fragiles à un moment donné, notamment, alors déjà parce qu'ils ont un problème de santé, sinon ils n'arriveraient pas en passe, sur lesquels se rajoutent multiples ruptures biographiques, socio-économiques, les barrages de la langue, etc. Ne pas oublier que ce sont aussi des personnes extrêmement courageuses, qui ont une vie avant, souvent sont des médecins, des pharmaciens, des enseignants, etc., qui, les périples migratoires et une rupture biographique a fait qu'eux, actuellement, peuvent se retrouver dans une situation de fragilité. Ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et
toute la recherche qu'on peut faire en passe, ce serait bien, ce serait mon rêve, qu'on arrive aussi à un moment donné à capitaliser cette parole, à redonner un sens à ces histoires, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, voilà, c'est que nous on ressent, et on sait finalement très peu ce qu'on apporte concrètement aux patients qu'on en face. Et je termine les temps, est-ce que c'est un soulagement pouvoir répéter la même histoire à 4 interlocuteurs différents parce qu'on ne va pas mettre les mêmes choses, ou est-ce que c'est plus aisé les dire une seule fois au même temps? Finalement, on n'en sait pas grand-chose, et ce serait vraiment bien qu'au niveau de la recherche, on puisse donner du sens aussi de ce qui apporte les passes, mais du côté des patients. Merci infiniment. Je n'ai pas assisté à la journée depuis le tout début, mais je pense qu'il y a quelque chose peut-être sur lequel on n'a pas assez insisté, c'est la souffrance des soignants. Et que précisément le lien avec cette accélération du tempo est quelque chose qui retentit bien sûr sur les malades, mais aussi sur les soignants eux-mêmes qui sont des malades potentiels. Les hôpitaux de Genève, qui se vantent d'être à la pointe du progrès en matière d'organisation des soins, ont mis sur pied quelque chose qui s'appelle le dépistage du burn-out, puisque c'est les mots sont très importants dans toute cette histoire du soin. Les mots dégénèrent d'ailleurs assez rapidement en slogan. C'est-à-dire qu'un mot est normalement quelque chose qui introduit une signification, qui stimule, qui amène à se poser des questions. Mais on voit très vite comment les mots deviennent des automatismes mentaux. Le Caire, prononcé comme la capitale de l'Égypte, de surcroît, le Caire, maintenant le Caire, c'est un objet banal, on a complètement oublié la charge intellectuelle et émotive qu'il y avait dans l'opposition du Care, j'essaye de faire un bon accent, et le Cure, avec cette dénonciation de la dimension thérapeutique trop exclusive. Mais le burn-out, c'est pareil. Donc les hôpitaux ont mis en place un système qui surveille les soignants pour dépister dès les premiers signes ce syndrome grave qui va aboutir à la dépression et finalement à l'arrêt de travail et à la désertion du champ hospitalier. Et on voit bien comment le système produit des dispositifs qui produisent des dispositifs et qui finalement seraient plus utilement remplacés par, au départ, une meilleure organisation et en particulier une meilleure solidarité à l'intérieur, par exemple, du corps soignant et des professionnels de santé et de la solidarité entre les différents membres de cette équipe. Je ne pense pas que la France soit particulièrement mauvais plan sur cette question, mais la solidarité entre les différents membres des équipes, et en particulier du médico-social et des assistantes sociales. Il y en a une qui s'est exprimée ce matin, et c'est très caractéristique. Je pense qu'à l'extrémité du spectre des professions de santé, extrémité, ne le prenez pas mal, mais disons le plus loin du strictement technique, les assistantes sociales sont particulièrement sollicitées et particulièrement, par conséquent, fragiles et fragilisées par le fait que sur elles retombent des problèmes énormes qui ne sont solubles que par une réorganisation en profondeur de la société qui est souvent en dehors de leurs moyens. Donc je pense que c'est quelque chose, le PASS là encore, met le doigt, non seulement bien sûr sur la souffrance et la détresse et la nécessité d'écoute des patients, mais aussi l'écoute des soignants eux-mêmes. C'est aussi l'occasion de rappeler que le mot clinique, il signifie écoute, auscultation, palpation, mais aussi savoir, la transmission du savoir, ce qui implique de capitaliser, de mémoriser. Et ce que vous disiez tout à l'heure, madame, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs, donc le savoir, il n'est pas académique, il n'est pas vertical, mais il va falloir aller le capturer partout où il est. Et je trouve aussi que les PASS peuvent être un modèle aussi de
repenser la production du savoir médical qui serait autre chose que simplement des recommandations délivrées par des instances un peu comme dans le modèle de Platon, où au fond l'homme est dans une caverne et savoir qu'est-ce que c'est s'extraire, c'est s'abstraire de cette caverne et délivrer du haut d'une posture extérieure une connaissance du vrai, du juste, du bien. Je pense par exemple à beaucoup d'institutions en France qui s'intitulent la haute autorité de ou le haut conseil d'évaluation. On est dans un schéma un peu platonicien où certains réussissent à délivrer un savoir du haut de leur building parisien, pour réactualiser un peu. Là, nous, il me semble que dans la caverne, on ne sort pas de la caverne et chacun va apporter un éclairage. Je pense que vous partagerez cette intelligence plurielle. Je la partage tout à fait, d'autant plus que à ces questions d'échelle, il y a aussi un mot qui devient un slogan actuellement, c'est global, santé globale. Alors santé globale, voilà un mot commode parce qu'il s'entend de tout. Il s'entend de la santé, de la médecine humaine et vétérinaire, il s'entend de la santé planétaire et il s'entend bien sûr à l'occasion de la santé globale, la prise en charge de la personne dans sa totalité. Donc voilà un mot d'ordre particulièrement agréable. Et un des paradoxes de la médecine d'aujourd'hui, c'est que donc la santé globale est au premier plan, on ne peut plus penser santé que globale, globalisant, mais en même temps, on affirme d'une seule voix la nécessité d'une médecine personnalisée. Alors on voit bien comment, là on tient deux mots d'ordre qui sont assez difficiles à concilier, mais qui en même temps sont l'un et l'autre séduisants. Et la médecine personnalisée, cela signifie donc cette attente, cette écoute de toutes les particularités de la personne dans le contexte, dont finalement notre civilisation pour le moment n'a pas le secret. Et j'étais impressionnée ces derniers temps de voir promouvoir le carnet électronique de santé qui réalise un petit peu la monade leibnizienne, c'est-à-dire qu'il va y avoir tout dans ce carnet électronique sous un faible volume et disponible facilement, ce qui fait que d'un seul coup d'œil, le médecin pourra envisager le dossier total de son patient. On est quand même quelque peu effrayé par l'idée de ce dossier, de la façon dont il sera rempli. Il s'agit pour le moment d'un projet qui pourrait voir le jour en 2018. Donc pour le moment, mais je pense que d'ores et déjà, on doit se poser la question de ce que deviendront les patients s'ils ne disposent pas de ce fameux équivalent d'eux-mêmes, de ce substitut de leur personne, qui sera ce carnet électronique.